J'ai plein de sujets à se raconter avec Jean-François Robin, le directeur de la recherche de Natixis CIB. On commence avec ce taux de chômage qui est tombé il y a quelques instants, 7,9%. Un chômage des jeunes à plus de 21%, est à 21,5%, Jean-François. Le chômage va redevenir un sujet de conversation. Oui, complètement. On avait un peu oublié ce qui occupait les économistes et un peu tout le monde pendant des années, pendant des décennies. On ne parlait plus de chômage. Il est en train de revenir petit à petit. C'est pas un chômage qui est très très élevé. On reste quand même 2-3 points en dessous de ce qu'il était en 2015. Mais quand même, il y a une dynamique qui est un peu inquiétante. Moi, ce qui me frappe dans tout ça, c'est quand même la vitesse à laquelle une économie peut se retourner. Que vous preniez les créations nettes d'entreprises, que vous preniez les défaillances, Dominique Arlac en parlait juste avant, que vous preniez l'investissement étranger en France, que vous preniez la réindustrialisation, tout ça quand même en 2-3 ans s'est retourné totalement. Il ne faut pas oublier qu'on était à un taux de chômage qui était au plus bas depuis 1982. Oui. On avait un taux de chômage on a un taux de chômage qui est toujours le cas. Le taux de chômage des jeunes en France est inférieur au taux de chômage des jeunes en Chine. Il faut prendre un petit peu de recul. 21%, c'est à peu près, c'est inférieur au taude de chômage qu'on a en Italie. Bon, c'est pas dramatique, mais quand même, on a cette dégradation et assez rapide. Et ce qui me frappe encore une fois, c'est tous ces indicateurs qui se retournent. Et vraiment, il y a quand même quelque chose. Bill Clinton avait sur son bureau It's economic stupid, c'est l'économie qui compte. C'est vrai que quand on prend des décisions politiques, j'ai envie de dire, ça. Donc c'est-à-dire l'apprentissage, c'est-à-dire. Oui, et puis cette espèce de grande incertitude sur les chefs d'entreprise. On remonte les impôts ici, on baisse les aides là. On est vraiment sur une espèce de dynamique de plus de 3 ans. Et ça se retrouve très très vite dans les créations d'entreprises, dans les défauts et donc dans les créations d'emplois. Il ne faut pas oublier que c'est les entreprises qui créent de l'emploi. Et là, on a un environnement qui est beaucoup moins favorable. En tout cas, même si on vote pas forcément beaucoup de choses, en tout cas, déjà d'en parler, on a un environnement qui est quand même beaucoup moins porteur. François Villeroy-de-Galhau a annoncé sa démission à partir du mois de juin de la Banque de France. C'est 1 an avant la fin de son mandat. Vous avez travaillé à la Banque de France, Jean-François Robin. Belle institution. Est-ce que ça vous inquiète ? Qu'est-ce que vous voyez comme profil pour le remplacer ? Moi, je pense d'abord que ça a été un bon gouverneur de la Banque de France, pour en avoir connu quelques-uns effectivement auparavant. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui a supporté la parole de l'euro et de la Banque centrale. Il ne faut pas oublier que la Banque de France, c'est la banque du système européen des banques centrales. L'euro dépend de la Banque centrale européenne. Donc, il a su faire exister quand même la Banque de France dans le dialogue économique. Et notamment, je trouve qu'il était souvent sur cette antenne-là. Ouais. C'est quelqu'un qui a porté quand même la qualité d'un bon communicant, peut-être meilleur que ses prédécesseurs à bien des égards. Et notamment, moi, j'ai un chiffre en tête, c'est que quand lui, il arrive, les Français, le taux d'adoption, d'adhésion à l'euro, les Français aiment l'euro à 55%, il part, c'est quasiment 70%. L'euro a jamais été aussi populaire en France depuis plus de 10 ans. Et ça, je trouve qu'il était là depuis plus de 10 ans. Et donc je pense que c'est un petit peu ce message qui est passé, et c'est très intéressant dans cette campagne présidentielle qui va s'annoncer. Personne ne parle de sortir de l'euro, mais il y a beaucoup de partis qui quand même font la promotion de politiques qui seraient un peu donc du coup ça va permettre de nommer quelqu'un à sa place, a priori qui sera pro-euro, qui sera plutôt pro-politique de l'offre. Enfin, on sécurise quand même avant potentiellement, on ne sait pas ce qui va sortir du chapeau en 2027, donc on sécurise le poste à la Banque de France. Alors on sécurise maintenant. Aujourd'hui, penser qu'on s'en sortirait mieux sans l'euro qu'avec, ce serait quand même assez aventureux, Aujourd'hui, dans le contexte actuel de guerre entre superpuissances, penser qu'on ferait mieux tout seul dans notre coin, penser qu'avec un franc, on n'aurait pas une dette qui aurait été attaquée depuis très très longtemps, penser qu'on aurait 0,3 d'inflation avec du franc, c'est quand même assez courageux. Donc personne ne dit absolument autre chose. Et donc quand même, moi je pense que évidemment, il va falloir nommer quelqu'un qui soit sérieux. Et je pense que. Mais un banquier ? C'est un travail de banquier ou pas ? Typiquement, lui, il venait de la BNP. Oui. Donc, on dit tout le temps, il faut que ce soit un énarque, il faut que ce soit ci, il faut que ce soit ça. Il faut surtout quelqu'un qui soit, je pense, quand même, au fait des questions monétaires et financières. C'était un technicien, Villeroy. Et que ce soit quelqu'un qui soit dans les projets. C'est quoi les prochains projets de la Banque Centrale Européenne ? C'est quoi le futur de l'Europe ? C'est évidemment la compétitivité de l'Europe. C'est l'euro digital. Comment est-ce qu'on va lutter contre les stablecoins, contre les monnaies privées, etc. Ça, je vous rappelle que la Banque de France est au cœur de ce truc-là. C'est la Banque de France qui porte le projet, qui fait les tests de l'euro digital. Donc évidemment, il faut quelqu'un qui connaisse ces sujets-là. Donc on parle de plein de noms. On a plein de noms qui sortent. Il y a aussi des il y en a deux. Il y a Benoît Cœuré et puis. Voilà, typiquement Benoît Cœuré n'est pas énarque, mais c'est évidemment quelqu'un d'énorme talent. Et ce sera à mon avis un excellent candidat avec une voix qui porterait en Europe. Ça c'est très bien. Mais il y a aussi des voix en interne. Il y a aussi des talents. Je pense à des Nathalie Auffauvre, des gens qui sont techniquement très forts. Et Emmanuel Moulin aussi. Emmanuel Moulin, oui, éventuellement. Alors après, c'est vrai qu'il y a une séquence du coup un petit peu plus Trump, c'est-à-dire que on sent que si c'était le cas.
on aurait quand même cette idée qu'on est en train d'essayer de faire, de se prémunir contre le risque de ce qu'a fait Trump, c'est-à-dire tout de suite de changer tout l'écosystème américain en nommant des gens un petit peu plus radicaux. Et donc là, évidemment, en nommant des gens un petit peu plus raisonnables, entre guillemets, il sécurise les institutions, que ce soit la Cour des comptes ou la Banque de France. Encore une fois, je pense que la Cour des comptes est plus écoutée, mais mal entendue, alors que la Banque de France, on ne l'entend pas beaucoup, mais elle est plus influente. Il nous reste quelques secondes. Séquence compétitivité européenne qui s'ouvre avec cette interview d'Emmanuel Macron, ce rendez-vous de jeudi avec Merz, mettre en place des droits de douane de 30% vis-à-vis de la Chine, toucher à l'euro. Sur les propositions du Haut-Commissariat au plan, il reste 30 secondes. C'est oui ou c'est non pour vous? Oui, on est le seul continent où il n'y a pas une préférence européenne. C'est-à-dire qu'il y a une préférence chinoise, il y a une préférence américaine dans les appels d'offres, dans les aides, dans les subventions, et nous pas. Pourquoi on ne fait pas comme les autres? L'Europe, c'est 450 millions de consommateurs. Si on met les mêmes Made in Europe qu'on fait Made in US ou Made in China, à mon avis, ça ira déjà beaucoup mieux.